Ce silence était structuré, conçu pour protéger la politique plutôt que les civils. Il y avait aussi des voix dissidentes. Une poignée de journalistes et de politiciens israéliens ont soutenu que tirer sur des foules de civils ne pouvait pas être excusé comme un contrôle de sécurité. Leurs avertissements n'ont pas changé la politique, mais ils restent dans les archives, preuve que même à l'époque, la ligne entre sécurité et atrocité était visible. Pour les civils à Gaza, le langage n'était pas abstrait. Enterrer des voisins sans nom puis lire sur des troubles était une autre blessure. La perte était vécue dans les foyers et les écoles. Dans la presse, elle était reformulée, adoucie ou niée. Réfléchissez à cela un instant. Pleurer un frère ou un enfant et puis les entendre parler comme s'ils étaient des émeutiers, et la loi ne permet pas que l'euphémisme efface la responsabilité. Les protections internationales pour les civils s'appliquent qu'un rapport les qualifie d'émeutiers ou de réfugiés. Le devoir de protéger reste le même. Lorsque nous mettons ces mots et ces silences à côté des récits de terrain, le schéma est clair. La violence a été commise au grand jour, mais elle a aussi été façonnée, minimisée et contestée dans le langage. Après les fusillades, après les transferts, la vie quotidienne n'est pas revenue à la normale. Elle s'est transformée en survie. Les couvre-feux laissaient les rues vides pendant des jours. Les familles rationnèrent la nourriture avec soin, ne sachant pas quand les magasins rouvriraient. Les convois de l'UNRWA notés dans les rapports de novembre étaient ralentis ou bloqués au point de contrôle. Ce n'était pas une confusion logistique. C'était un contrôle délibéré, transformant la nourriture en monnaie d'échange. Les femmes portaient des permis à travers les patrouilles pour aller chercher de la farine ou de l'eau. Certaines étaient refoulées. D'autres étaient laissées passer. Chaque voyage était un risque. Les enfants attendaient à côté de leur mère aux portes, serrant des boîtes vides. Dans les camps, les salles de classe se sont tues. Les enseignants marquaient des rangées de bureaux vides, certains temporaires, d'autres permanents. Les cours ont cessé non seulement à cause des enfants manquants, mais parce que les couvre-feux fermaient complètement les écoles. Les secrétaires paroissiaux ont annulé les services suspendus. Les réfugiés qui avaient déjà vécu des années dans des tentes ou des abris surpeuplés se retrouvaient encore plus confinés. Les hôpitaux fonctionnaient avec moins de personnel. Les rapports notaient des médecins incapables d'atteindre les patients et des patients incapables d'atteindre les médecins. Les blessés étaient soignés à domicile avec les fournitures que les familles pouvaient trouver. Les comités de mosquées s'organisaient pour déplacer de la glace, de l'eau et du pain. Dans certains camps, les femmes formaient de petits réseaux, se relayant pour apporter de la nourriture au foyer sous les couvre-feux les plus stricts. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point ces archives mentionnèrent souvent des femmes portant, organisant, maintenant les foyers en vie alors que le système formel vacillait. Les familles bédouines déplacées du bord de Rafah ont survécu en se retirant plus profondément dans la bande. Elles ont perdu l'accès aux routes de pâturage et ont dû compter sur les rations des voisins.